À l'issue de quelques rencontres avec Stéphane Dugosson, mathématicien, un thème transversal autour de l'acte créatif s'est dégagé pour cette matinée dans ce lieu d'art et de pensée. On sait que les mathématiciens, les neuroscientifiques, les astrophysiciens, ça c'est pour Étienne Klein, aussi bien que les écrivains, les peintres et les psychanalystes, se sont penchés sur l'énigme que représente l'intuition créatrice et l'acte créatif. Montrer l'irreprésentable, dire le hors-sens, inventer une métaphore, découvrir un savoir inédit, une équation, créer des objets topologiques, une œuvre d'art, trouer l'espace psychique, ça c'est pour les psychanalystes, aura nécessité un temps où la raison perd pied. Ces objets d'art et de pensée procurent une émotion particulière, provoquent un cri de joie, un éclair brusque, une rupture entre un avant et un après. Nous souhaitons aujourd'hui vous faire partager l'irruption de ces temps créatifs et une réflexion sur ce thème. Donc Aspasi Bali, psychanalyste, a accompagné pendant des années le travail de Jean-François Chabot, psychanalyste hors des sentiers battus, passionné de montrer le réel qui revient sur le corps. Ceux ou celles ici qui l'ont connu ont pu déjà être éblouis et effractés par la monstration de ces figures topologiques. Par la grâce d'un œil qui ne trompe pas, une magie s'opère. Aspasi Bali, si proche du travail de Jean-François Chabot, nous montrera et commentera les dernières figures inédites de ce psychanalyste hors du commun. Bien, moi je suis très touchée de parler aujourd'hui de Jean-François Chabot, décédé en 2001, et dont le travail est si peu connu et si fulgurant. Donc je vais vous parler de son travail singulier, de ce psychanalyste, topologue et peintre, Jean-François Chabot, l'un des derniers élèves de Jacques Lacan. Dans les années 60, peintre, il expose ses peintures électroniques réalisées avec le concours des machines bulles dans de nombreuses galeries parisiennes, entre autres la galerie Iris Clair, Stadler, Morin à Paris, à la Thibaut Galerie à New York, à Turin, etc. En 1986, il est l'invité du Salon international de Bâle avec Topologie d'un rétable. Ses dessins topologiques seront exposés au musée del Chopo, ainsi que Le temps qui peint et la ruse bleue au musée Luis Barragan à Mexico, en 1997. En 1978, Chabot travaille avec Roland Barthes sur des recherches conjointes d'étymologie et de psychanalyse aux hautes études. Enfin, en 1984, il publie Le nœud du fantasme, topologie de Jacques Lacan, avec deux réflexions d'Henri Cartan de l'Académie des sciences, cofondateur de Bourbaki. Dans cet ouvrage, dont on a un aperçu sur l'écran, Chabot effectue la monstration non algébrique de l'interchangeabilité des consistances de la chaîne de Whitehead, nommée nœud du fantasme ou du non-rapport sexuel dans l'ère psychanalytique. Il propose une écriture non algébrique de la passe, passage du psychanalysant au psychanalyste, en deux expositions, dans la salle de mathématiques du Palais de la Découverte en 1986, puis au Deutsche Museum à Munich en 1988. Il donne à voir sous forme d'une cinquantaine d'objets tridimensionnels
les transformations topologiques successives de la chaîne qui mettent en évidence son interchangeabilité. Donc ce que vous voyez là, Chabot écartant, Chabot l'a mis en 3 dimensions, sous forme de sculpture, et donc a exposé au Palais de la Découverte dans la salle de mathématiques. Et donc c'est une proposition pour démontrer l'interchangeabilité des consistances de façon analgébrique. Aujourd'hui, je ne vais pas aborder le travail de Chabot du côté de la fonction analytique. Simplement, je vous rappelle combien l'innovation, la création, l'invention sont présentes dans le maniement de la cuve. En fait, ce que j'ai choisi de vous montrer aujourd'hui, c'est un abord du travail de Chabot concernant l'image, c'est-à-dire sa façon à lui d'aborder l'image qui était un au-delà du sens. Le travail dont il va être question ici est issu des 11 séminaires qu'il a prononcés pendant 11 ans, à raison d'un séminaire ou 2 par an à l'université Sorbonne Nouvelle, qu'il a intitulé « Le noyau du regard ». Donc, pluridisciplinaire, l'auteur nous propose une lecture de l'image qui participe du dévoilement. Le passage d'un espace à l'autre par le maniement des nœuds. Rappelons-nous que Lacan nous disait que l'espace n'est pas intuitif, mais mathématicien, et qu'il semble faire partie de l'inconscient, structuré comme un langage. Donc le passage d'un espace à l'autre par le maniement des nœuds, la sculpture, la pratique du dessin, le passage d'un temps à un autre par ses lectures, l'entraînait de l'Antiquité la plus haute en passant par la science la plus actuelle. L'écoute de l'équivoque par la pratique de la psychanalyse, enfin et surtout l'appétence au réel de l'auteur viennent nourrir son travail créatif et innovant. Les séminaires de Chabot sont inscrits entre poésie et topologie. Ils se présentaient comme une succession de tableaux, ouvrant chacun sur un espace bien spécifique. L'exposé permettait d'appréhender, par une suite de monstrations, racontées ou livrées au regard, l'équivoque et le peu de réalité dont notre monde est constitué. Ces questions ouvrent de multiples pistes de réflexion dans des champs divers et nous livrent une perspective inattendue de notre regard de par l'être sur le monde que nous habitons. Comment la création fait-elle éruption? Lacan nous disait, entre votre symbolique, votre imaginaire et votre réel, vous ne sentez pas que votre temps se passe à être tiraillé. Ça a un avantage, ça suggère que l'espace implique le temps et que le temps, c'est peut-être rien d'autre justement qu'une succession de tiraillements. Cette jouissance propre à l'être parlant, évoquée par Lacan, que l'illumination, c'est-à-dire l'ouverture de l'inconscient, vient s'inscrire. Le sujet est surpris, à l'improviste par l'invention, l'inattendu, le flash. Comme le dit Freud, les théories doivent vous tomber dessus comme des invités inattendus. Lacan nous rappelle que chercher est issu du latin circare, cercle, c'est-à-dire tourner en rond. D'où le fameux « je ne cherche pas, je trouve » de Picasso. Par opposition, Lacan ajoutait « le seul trou qui vaille, c'est la trouvaille », c'est-à-dire l'ouverture de l'inconscient, trou de souris, disait-il, par lequel je suis réduit à passer. Chabot était infatigable au travail. Il était toujours plongé dans le travail et lorsqu'on le rencontrait un jour ou 2 jours après, il était toujours dans les mêmes questions et poursuivait toujours ces mêmes réflexions. Il mettait en relation écouter et entendre dans la perspective de l'écoute en psychanalyse avec regarder et voir. Il parle de se mettre entre parenthèses pour essayer de calmer ce penchant donné au sens, c'est-à-dire à l'imaginaire, dans l'écoute,
Écoutez l'au-delà du sens pour entendre l'équivoque, regardez au-delà du sens pour voir la répétition et ce dans quoi nous sommes pris comme être parlant dans notre rapport à l'image. Le travail de Chabot est notamment orienté autour de deux axes. Un axe freudien, notre appareil psychique participe à l'univers que nous avons à explorer, et un axe lacanien, le monde est le rêve de chaque corps. L'auteur nous propose une approche des abords du réel par différents biais. L'objet A, le fantasme, l'art, la science, la passe. Pour la psychanalyse, le réel, c'est le mystère du corps parlant, le mystère de l'inconscient. L'auteur va mettre en évidence l'équivoque de nos images. Le macrocosme et le microcosme se rejoignent, nos images stellaires et médicales se confondent. La tâche de la science est circonscrite, nous dit Freud, nous faire voir comment le monde doit nous apparaître en raison du caractère particulier de notre organisation. Chabot va tenter de départager ce qui est à voir, ce qui nous séduit, à savoir la beauté, les œuvres d'art, soit pour l'algèbre lacanienne I de A, l'imaginaire du réel, et ce dont nous nous détournons, qui suscite l'horreur, car justement dans une trop grande proximité au réel, au Dasding freudien, c'est-à-dire la méduse, la gorge d'Irma pour Freud, la topologie et plus particulièrement la bouteille de Klein. Ce qui est à voir, nous dit l'auteur, c'est ce qui est autour du trou. Il se réfère alors à l'image d'Umvava. Voilà. Umvava est un avatar de la grande déesse à Sumer. On évoque à son sujet le 3e millénaire. De nombreux auteurs, nous dit Chabot, la relient au dieu égyptien Bès et à la Gorgone. Il note que ce faciès viscéral est un intérieur de corps, un retournement de corps. D'ailleurs, c'est ce que vient confirmer la grammaire égyptienne qu'on va vous montrer, de sœur Alan Gardiner, où on voit donc le hiéroglyphe, vous voyez en haut, qui signifie intestin. Et le hiéroglyphe composite en bas, si tu peux descendre, Stéphane. Vous voyez, on voit toujours là en bas l'intestin avec un autre hiéroglyphe composite qui signifie transcrire, écrire. L'auteur reprend et précise que c'est autour du trou que l'écrit s'organise. Il note que les sinuosités d'Umvava évoquent le labourage, le laboureur pratiquant le boustrophédon. Vous savez ce que c'est le boustrophédon, hein? C'est une écriture où on ne lève pas la main, c'est-à-dire on va à droite et on revient sur la gauche comme ça, comme ces signes. Voilà. Vous voyez, tout est fait d'un trait. Donc Chabot relie ça à l'intestin et au début de l'écrit et au labourage, bien sûr. Autour du trou, du réel, vient s'inscrire la lecture des présages, hein, dans les entrailles des animaux, le labourage et l'écrit, c'est-à-dire le symbolique émerge. Retournées, détournées, extraites de leur usage commun, certaines figures de Chabot révèlent un sens inédit. L'auteur nous révèle comment, débarrassés de l'a priori du sens et du regard au fil des jours, certaines figures, qu'il va nommer des invariants iconiques, des vaisseaux fantômes, géométriques, apparaissent et disparaissent à travers le temps. Ils se répètent à notre insu dans des champs hétérogènes. Je vais vous montrer quelques images correspondant à cette approche. Donc, nous voyons ici, c'est ce que Chabot va nous montrer, le culte d'Aton. C'est-à-dire, vous avez Akhenaton
Néfertiti et leurs 3 filles sur l'image. D'accord? Et le culte d'Aton, vous voyez, il est représenté par le disque solaire et les rayons. Au bout des rayons, on voit des mains. Mais ce qui va nous importer, c'est donc le cercle avec ses rayons. D'accord? Bon, je vous rappelle qu'Aton est le premier dieu unique de l'histoire, adoré par Akhenaton vers 1380 avant Jésus-Christ. Donc c'est cette figure de rond qu'on va poursuivre à travers le temps, enfin que Chabot va repérer. Ici, on est dans le monde grec, et on voit le cadran solaire, c'est-à-dire le cadran solaire qui est issu du gnomon. Le gnomon, si vous vous souvenez, c'est un bâton fiché dans le sol, dont l'ombre va indiquer le temps, l'heure. Donc là, vous voyez, il y avait un bâton et on voit toujours la même figure du rond et de ses rayons. Ensuite, donc c'est un autre cadran solaire en bas. On peut descendre, on peut continuer. Ensuite, ce qu'on voit ici, l'image n'est pas très nette, mais c'est le théâtre d'Épidore. Donc vous voyez, le plan se redresse. Maintenant, on voit le théâtre, et toujours avec le rond et ses rayons. En dessous, on a le dessin du théâtre d'Épidore. Chabot dit « Vous pourriez l'être assis, comme vous le serez ou l'avez peut-être été, comme vous pourriez l'être quand vous avez usé ou userez après eux les gradins en attendant Sophocle et la tragédie, sans qu'ils se doutent, sans que vous vous doutiez un seul instant qu'ils appartiennent ces hommes, que vous apparteniez là, non pas au spectacle que vous attendez, mais d'une autre scène. » Puisque cette fois, on est inscrit dans ce cercle et ces rayons. Ce qu'on voit maintenant, c'est ce qu'on va appeler l'anamorphose à miroir. C'est un dessin d'Érigone de 1632. Et en dessous, on va voir à quoi ça servait. Vous avez peut-être déjà vu ces figures où il y a un cylindre en miroir qui va permettre de voir l'image qui est peinte en dessous. Donc ça, c'est une peinture de Glaser. Le titre de cette peinture, c'est « La femme et le fou ». Donc l'image se redresse et on la lit dans le miroir. L'anamorphose à miroir était en vogue au XVIIIe siècle. Mais on voit toujours le rond, cette fois, qui est représenté par le miroir, et les rayons où il y a la peinture. Cette fois, on est dans le monde contemporain, et voilà un dessin de l'étoile à neutrons. C'est le rayonnement du pulsar. Alors ce qui est très intéressant, c'est que quand même, vous voyez à chaque fois le discours dominant, c'est-à-dire en Égypte, la religion, le discours autour du religieux, et aujourd'hui, dans la science la plus actuelle, comment on revoit le même schéma, quoi. Ça, c'est un coup d'œil, c'est un tampon postal, regardez. On retrouve toujours le cercle et ses rayons. Le tampon postal de la Côte d'Azur. Et voilà, on est aujourd'hui à la relativité générale et la mécanique quantique. Donc Chabot commente « La science la plus dure est rattrapée par les vieux mythes, les antiques structures toujours présentes, les invariants toujours agissants. » Voilà, alors ça c'est un exemple des vaisseaux fantômes, il en a montré un certain nombre qu'on voit dans la plus haute antiquité, qui traversent l'histoire et qu'on retrouve encore aujourd'hui dans les sciences les plus dures, les plus actuelles. Alors je vais vous montrer une autre série de Chabot qui est tout à fait étonnante parce que je crois que c'est une découverte importante, qui n'est pas vraiment un invariant iconique, mais qui participe du dévoilement. Vous voyez donc là, Chabot va appeler ce travail un rêve grec. Il aborde cette question en 1993 et il va appeler ce travail la techné.
Il montre la colonne grecque avec ses cannelures, hein, puisqu'en bas, nous avons une colonne à terre à Delphes. Celle des temples antiques, il va montrer que la colonne antique contient une clé du monde industriel moderne. Il va nous montrer que dans la colonne, dans les temples, enfin, il y a la présence de l'engrenage, c'est-à-dire du monde industriel. C'est-à-dire, on va voir comment la roue dentée de l'engrenage est inscrite dans la colonne classique grecque. Il évoque même l'idée de voir le temple comme une machine. Et il s'interroge, il dit « Serions-nous ceux d'aujourd'hui, un produit de la science-fiction des Grecs ?» Alors vous voyez en haut des chapiteaux d'angle de l'ordre ionique. Vous voyez, c'est des colonnes dessinées comme ça, de profil. C'est des dessins absolument classiques. En dessous, vous voyez le plan du Philippion. C'est un temple à Olympie qui date du IVe siècle avant Jésus-Christ, construit en l'honneur de Philippe II de Macédoine. Et vous voyez au cœur du rond, il y a une magnifique roue dentée. Vous voyez dans le centre. Chabot nous dit, on voit une colonne grecque avec ses empilements virtuels de roues dentées. Il suffit de positionner au sol les tambours de la colonne en décalant d'un demi-rang ses cannelures pour que cette chose grecque ait tout l'air d'être en activité, en mouvement, au travail. Et là, il nous montre un dessin de Léonard de Vinci. Vous voyez, montrant un engrenage. Donc vous voyez toujours le cercle avec cette frise autour. En fait, Vinci a imaginé l'engrenage qu'on a vu précédemment pour éliminer les risques de blocage inhérents aux vis sans fin, n'ayant qu'une dent en prise. Donc voilà, vous avez maintenant des structures d'engrenage. Donc vous voyez comme on peut quasiment calquer la colonne antique sur un engrenage. Et pour en arriver aujourd'hui, voilà, à cette monstruosité qui est un micro-usinage, c'est-à-dire une merveille de technologie, un cauchemar, nous dit Chabot. Cette micro-machine va bientôt pénétrer nos corps. Et donc, il va faire une sculpture en 3 dimensions, avec cette colonne qu'on trouve à Delphes. Et il va montrer que si vous découpez la colonne, et ben voilà, vous avez un engrenage. Alors, Chabot commente, « Il n'y a rien à voir. Le monde est un rêve de chaque corps. Les formes se répètent, disparaissent, réapparaissent. Nos usines sont remplies à ras-bord de cet invariant, de ces trucs qui tournent. » Et il va conclure, « Mon ton son, notre, votre, leur », à écrire L-U-E, 2 R-E, bien sûr. Alors, ce qui est quand même assez extraordinaire, c'est que depuis le décès de Chabot, il y a eu du nouveau, c'est-à-dire en 1900, près de l'île d'Anticythère en Grèce, des pêcheurs d'éponges ont plongé et ont trouvé une épave romaine, alors pleine de statues, etc. Et dans cette épave, on a trouvé cet objet-là, en bronze, d'à peu près 20 cm. Alors, on s'est posé beaucoup de questions, on n'a pas osé y toucher, et des mathématiciens, des astronomes, des archéologues, pendant 100 ans, ont essayé de comprendre ce qu'était cet objet. On s'est aperçu qu'il y avait des roues dentées. Or, il faut savoir quand même que les engrenages, on en a eu l'usage au XIVe siècle. Donc cet objet sera pendant plus de 100 ans une énigme.
On a beau réfléchir, on ne sait pas du tout à quoi ça correspond. Et en fait, en 2005, on a pu faire venir un scanner à Athènes, au musée d'Athènes, parce que bien sûr c'est un objet extrêmement friable, et on a pu scanner cet objet. On s'est aperçu qu'il y avait des écritures dedans, et que surtout il y avait 223 dents, donc il était bourré d'engrenages. On date cet objet d'à peu près moins 86 avant Jésus-Christ. On va l'appeler la machine denticitaire. On parle de petit ordinateur mécanique antique. Il avait une manivelle, on pouvait donc tourner et ainsi prévoir les éclipses de lune et prévoir les positions de la lune et du soleil. Il indiquait aussi les dates des Jeux olympiques à venir. La machine denticitaire donc est complètement en écho avec l'intuition de Chabot. Lui, il voyait à l'époque une répétition des formes de l'engrenage, mais il pensait que les Grecs en ignoraient l'usage. Avec les informations que nous possédons aujourd'hui et le degré de complexité que présente ce mécanisme, nous pouvons nous demander s'il y a simple coïncidence ou si nous pouvons nous avancer à émettre l'hypothèse que l'on connaissait peut-être la fonction de l'engrenage dès l'Antiquité. La découverte archéologique confirme l'intuition de l'auteur. Dès lors, la question de l'ancienneté de l'engrenage se pose, d'autant plus que le temple ionique connaît son essor dès le VIe siècle avant Jésus-Christ en Asie mineure. L'époque correspond à celle des philosophes présocratiques, notamment des Ioniens, qui faisaient effraction hors du champ religieux. Ils découvraient la physis, remplaçaient les dieux par les éléments et proposaient déjà une nouvelle lecture du cosmos en ayant recours à la raison dans une approche pré-scientifique. L'école ionienne procède d'une démarche où science et technique sont encore associées. Nous pouvons nous interroger sur la fonction de cette colonne avec son savoir inscrit dans la pierre, savoir insu ou témoignage d'une transmission. La forme de la colonne serait-elle une étape intermédiaire dans l'histoire des formes ou la transmission d'un savoir accompli? Le sanctuaire, abri des dieux, contiendrait-il dans sa structure une des clés des sciences et des techniques? Aurait-il rempli une double fonction, lieu de culte pour les fidèles et mémoire pétrifiée, peut-être réservée à certains initiés? Enfin, à quel moment le mouvement de rotation aurait-il été introduit pour être opérant en mécanique et permettre la construction de machines? Et puis, les voyageurs ont contemplé ces colonnes et ces temples comme traces d'un lointain passé, tout en ayant complètement refoulé l'existence de l'engrenage qu'on mettra plus de 12 siècles à redécouvrir. C'est ainsi que la proposition de Chabot ouvre un questionnement concernant l'histoire des sciences et des techniques, la transmission du savoir et ses accros, la transmission des formes, l'origine de l'engrenage, son ancienneté, ainsi que son lien au sacré. Personne, me semble-t-il, avant Chabot, n'a relié la colonne grecque à l'engrenage. C'est-à-dire, lui, il se demandait si les temples présageaient l'arrivée de la machine. Voilà, ce travail est celui d'un psychanalyste traversé par la question du scopique, du réel et du temps. Voilà. Merci. Excuse-moi, juste après, les Suisses, vous savez comment ils sont forts en horlogerie et précis, ils ont reconstruit la machine denticitaire comme ça. Et aujourd'hui, on est à peine capable de la reproduire. Voilà. Il y a eu une exposition au musée des Arts et Métiers sur la machine denticitaire il y a 1 an ou 2. Donc peut-être je vais passer la parole à Stéphane qui doit être très inspiré avant de poser une question. Inspiré, je ne sais pas, mais surtout étonné. Je suis vraiment étonné de cette histoire de l'engrenage, de cette histoire inconnue de l'engrenage. Et c'est tout à fait troublant de penser
penser que s'agissant d'un objet d'histoire des sciences, ce soit un psychanalyste qui ait fait cette découverte. On aurait pu penser que bon, l'engrenage c'est un objet technique et puis on en trouve une origine dans le passé à telle ou telle date, mais là le chemin est beaucoup plus subtil et inattendu, et passant par le sacré. Enfin, donc ma réaction c'est d'abord et avant tout celle de l'étonnement. Et puis il y a autre chose peut-être, c'est parce que voilà, entre l'étoile à neutrons, le théâtre grec, toutes ces structures circulaires qui s'organisent autour d'un centre qui, dans une autre dimension, est un axe, peut-être un axe de rotation, mais au fond, ça exprime certainement une espèce de principe universel de comment les choses peuvent tourner autour d'un centre, autour d'un axe, et quelle est cette structure universelle qui... Donc, il y a les aspects proprement historiques, on peut dater, voilà, on essaye de le faire en tout cas, mais c'est à travers l'histoire, des idées, des techniques, c'est aussi des structures universelles qui s'expriment. C'est ce que j'aurais envie de souligner, et je trouve intéressant d'y attacher aussi l'idée d'ouverture et finalement d'illumination. Alors, vous avez donné une définition par rapport à l'inconscient qui est, voilà, une définition que je n'avais jamais entendue, mais qui est... La trouvaille, c'est le seul trou qui vaille. Lacan. C'est très beau. Bon, alors, je voudrais juste faire une remarque pour introduire le débat sur ces premières formes qu'Aspasie nous a montrées. Si vous regardez ces formes une par une, vous voyez que l'origine commence par Atone, le dieu Atone, et les rayons qui descendent. Puis on voit, c'est vraiment une surprise, je trouve, assez extraordinaire. Puis on voit avec l'anamorphose l'image qui se redresse dans le miroir, donc les rayons inversés, avec le rayonnement du pulsar, les rayons qui sont voilà, l'image se redresse dans le miroir, avec le rayonnement du pulsar, les rayons qui sont inversés par rapport aux rayons du soleil, à la forme des rayons du soleil, et avec la relativité générale et la mécanique quantique, les rayons qui vont dans le trou. Et donc, on peut se poser quelques questions sur cet universel de la forme circulaire avec les rayons qui en émanent et les discours contemporains d'une époque. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose quand on s'intéresse à ce qu'il y a autour du trou, à ce qu'il y a dans le trou, à ce qui vient d'en haut, c'est-à-dire au sacré, au céleste, ou à regarder l'image. Voilà. Voilà ce qui m'a inspiré de manière étonnante, d'ailleurs, dans la traversée du temps, la même forme. Ce que tu veux dire, Arlette, parce que c'est une idée que je trouve essentielle, ce que tu dégages là, c'est-à-dire qu'il y a une orientation du regard, il y a une orientation du scopique selon les époques, qui va, pour reprendre ce que tu dis, qui va s'intéresser à telle ou telle zone. Et c'est orienté, en fait, certainement. C'est-à-dire qu'il y a la question d'orientation qui... je pensais à ton travail sur le F de X, c'est-à-dire ce qui va orienter la fonction phallique. Je ne veux pas être trop technique, mais dans ce que tu amènes dans les ruptures majeures, dans ton ouvrage, d'accord? C'est ça que ça me fait penser. On peut voir aussi les discours dominants, on peut tout à fait en faire une lecture par rapport aux discours dominants du réel, de l'imaginaire avec l'anamorphose, l'image qui se redresse, du sacré avec Atone et
les rayons du soleil qui en émanent. Et à chaque fois, ce temps créatif, ces passages du temps qui donnent du nouveau avec les discours qui changent autour de la même forme. Voilà ce qu'on pourrait dire. Ça m'inspire. Et donc il y a un travail à faire là-dessus, qui n'a pas été fait du coup. Ben oui. C'est-à-dire que c'est un champ Tout à fait. d'exploration qui est vachement, enfin, qui peut être passionnant. C'est-à-dire, on pourrait faire avec des mathématiciens, des psychanalystes et des anthropologues, enfin, tous les champs de savoir. Oui. Je suis psychanalyste. J'ai été très frappée par la figure de Umbara. Et ce qui m'est venu, c'est une analogie avec l'anatomophysiologie, c'est-à-dire qu'il y a un fonctionnement qui est peu connu du système nerveux, qui a été développé par Gérald Edelman, où toutes les chaînes qui émanent des organes des sens communiquent entre elles. C'est-à-dire qu'il y a des voies réentrantes qui fait qu'un influx peut changer de voie, ou alors être modifié par ce qui se passe à côté. Et alors là, ce que je vois, c'est que c'est relié par le même fil tous les organes des sens, les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, comme si c'était une seule... en continuité. Comme si c'était en continuité. Et ça, les poètes l'ont dit. C'est Rimbaud, les sons, les couleurs se répondent. Donc c'est les différentes sources. Et alors, il y a un autre dessin qui m'a beaucoup frappé. Enfin, c'est une image. C'est là où le soleil, il y a des mains. Parce que dans les dessins d'enfants, j'en reçois beaucoup, quand ils sont tout petits, qu'ils dessinent même qu'on ne leur demande pas, ils le font. Il y a d'abord une image ronde, etc. Il y a des tas de dessins, des traits mélangés, etc., soit monochrome, soit tricouleur, puis après il y a une seule forme. Et quand ils ont pu détacher au niveau de leur image du corps, leur corps de celui de la mer, c'est-à-dire qu'il y a deux images distinctes, qu'est-ce qui vient comme image suivante, c'est le soleil. Avec les rayons, mais quelquefois c'est un soleil abstrait. Quand ça fonctionne bien, c'est un soleil abstrait. Quand ça fonctionne mal, c'est un soleil concret, qui pique, qui est trop chaud, enfin, etc. etc. Alors, là, je trouve que ce dessin est intéressant parce qu'il y a des enfants. C'est des enfants petits, enfin, qui sont sur les genoux des... voilà, les deux là. Voilà. Mais est-ce qu'on pourrait dire, sans être trop schématique, que ce soleil qui apparaît au moment du détachement de la mer, c'est du père? C'est formidable ce que vous dites, parce que moi ça me rappelle un souvenir que j'avais totalement oublié. C'est que je faisais, moi mes soleils, alors je faisais un rond, et il y avait des crayons de couleur. Alors je prenais une première couleur et je faisais 4 rayons. Et ensuite, avec la deuxième couleur, je faisais 4 autres rayons entre les 4 premiers. Avec la troisième couleur, et là, il y en avait le double, enfin, il faudrait que je compte. Mais donc, je faisais 8 avec la troisième couleur, et j'en faisais 16 avec la suivante. Et donc, j'avais un soleil multicolore qui était construit sur des puissances de 2, comme ça. Déjà tout petit. C'est bon. Mais j'ai une question pour Aspasie par rapport à cette figure de la déesse, justement, qui est reprise dans la discussion là, des intestins, de la non-coupure en fait. Du boustrophédon. Voilà. Comment tu situes, enfin c'est une question qui est peut-être à côté, mais la question du trou et de la coupure là-dedans, parce que ça pose question ça. Justement par rapport au trou et par rapport à la coupure. En fait, ce qu'articulait Chabot, si je peux transmettre les choses, c'est que pour lui, Mvava renvoie à la Gorgone, donc à Nasding. Voilà, à Nasding, donc au trou. Donc à la non-coupure. À la non-coupure, et quand même, ce qui émerge de la non-coupure, ce qui va se mettre en place, c'est quelque chose du côté du labourage et de l'écrit. Tu vois, donc c'est de là quand même qu'émerge du symbolique, si on peut dire, tu vois.
par le labourage, l'écriture, la lecture des présages, c'est-à-dire une mise à distance. Oui. Parce que ce qui me frappe, et ce à quoi j'avais jamais pensé jusqu'à présent, c'est que dans le tracé du boustrophédon, il n'y a pas de coupure, hein, c'est-à-dire que la main colle à l'objet directement. Et que pour passer à l'écriture, il y a un décollement obligatoire. Déjà, je n'avais jamais pensé à ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, la main se lève obligatoirement, se détache de l'objet, pour commencer à figurer autre chose que du continu. Et on passe du coup au symbolique. On n'est plus dans la continuité collée, si je puis dire. Ça, je trouve, ça Alors, j'ai pas le temps, parce que le travail de Chabot est immense. Il avait fait un croquis sur gestes et menaces, où il montre que dans la menace, il y a du discontinu, il faut anticiper. Et donc, il avait formulé les tracés comme ça, liés à la topologie. Parce que ce qui est intéressant, c'est que dans la main qui se lève pour pouvoir passer à l'écriture, donc cette coupure dont on parle là, il y a forcément un rapport qui change avec l'autre. Tout à coup, il y a de l'autre. Voilà. Hein. L'autre commence à être en place. Et il y a le temps qui s'inscrit. Jeannette Moi qui ai travaillé aussi avec Jean-François Chabot, c'est intéressant pour moi de le revoir aujourd'hui. Donc, moi je me positionne en tant qu'historienne de l'art et je travaille beaucoup aussi avec anthropologue, Philippe Descola. Et donc, ce que je trouve intéressant lorsque je vois Humbaba, c'est encore une période de polythéisme, de l'indinisme probablement, et donc nous ne sommes pas dans l'un. Et lorsque vous voyez le texte de Gardiner, il dit cette figure de Humbaba, c'est aussi le double, la trace, l'écriture, enfin le double. Et donc, moi là, ce qui me vient, c'est comment Chabot en fait interroge la représentation de notre monde, le double. Et donc, Humbaba pour moi, c'est très proche en fait on est encore, l'espace-temps, c'est l'élaborage, c'est l'écriture qui est en train de se faire. C'est ce temps-là, cette temporalité-là. Et il faut savoir, c'est un temps où l'homme et la nature sont en fusion. C'est-à-dire l'homme, il n'est pas encore séparé de la nature, on est dans un temps politiste. Et donc l'homme, il s'inscrit dans son axe de labourage de faire, cet espace-temps, je me pose cette question. Et plus tard, avec Aton, le monothéisme, on est dans un autre temps. Et là, on a le cercle, enfin, comme vous avez dit, le mathématicien, le cercle ou l'axe. Et puis, donc, on est dans l'un. Et il y a comme une sorte de grillage, lecture, où le positionnement de l'homme est différent. Donc, c'est ça que je trouve étonnant aujourd'hui. Il me semble me rappeler que dans un de ses séminaires, Chabot avait associé la figure d'Humbaba, les dessins, à la répartition des colonnes doriques sur le sol des temples grecs, dans une autre temporalité, et l'associer dans la temporalité actuelle au dessin de la puce électronique. Oui, alors il y avait aussi toute cette série-là, effectivement, que j'ai... Oui, tout à fait. Où il montre, si vous voulez... À propos d'écriture, voilà. L'écriture actuelle est dans la puce électronique. Voilà. Avec telle intelligence que ça... Oui. Si vous voulez, tout à fait, il y a un autre invariant où Chabot montre la structure des temples égyptiens. Et ensuite, il montre une puce électronique agrandie, et on voit que c'est absolument superposable. Et il me semblait qu'il était parti de la figure de Humbaba aussi, avec une... Non, peut-être pas. Alors, ça ne me dit rien, mais en tout cas... Une autre représentation. Voilà, peut-être. Mais en tout cas, c'est extrêmement impressionnant de voir le plan d'un temple égyptien et la structure d'une puce électronique qui se confondent complètement. Je ne crois pas qu'il y a eu un temps de fusion avec la nature. Enfin, ça me semble, du parlant, à partir du moment où il y a de l'être parlant qui parle, il y a une nécessaire fracture, c'est-à-dire un nécessaire écart. Et je me demandais, enfin, je pense, est-ce que cette figure de Humbaba ne dit pas à la fois le continu, mais dans les torsions intestinales, ne montre pas également les fractures et les coupures à partir du moment où on a affaire à un objet qui se tord, il peut être, me semble-t-il, à la fois continu et à la fois creuser des sillons.
Donc, c'est de ces trous dans le continu que du réel de l'écriture émerge pour faire du symbolique. Un labourage. Ou labourage, voilà. C'est visible. Il y a du trou donc. Donc il y a du trou, parce que c'est... Bien sûr. On ne peut pas supposer une espèce humaine qui serait animale, et donc animale ou végétale, et donc fusionnée, puisqu'on parle. On n'a jamais rencontré un être humain qui ne parle pas. Thank you.